Bonsoir chers amis, bienvenue sur Radio Courtoisie dans ce libre journal du lundi soir. Nous allons faire aujourd'hui la découverte d'une vieille idole et surtout du fait que cette vieille idole est en crise. Je parle de Charles Darwin qui est censé être le père de l'évolution. Alors justement, comment cette évolution fonctionne-t-elle? Est-ce que la théorie de l'évolution est bien exacte? N'est-elle pas une théorie en crise? Et pour se poser ces questions et y répondre en partie, nous aurons le plaisir d'écouter Jean Stone, philosophe, conférencier, écrivain et surtout grand spécialiste des sciences et formidable passeur, pédagogue hors pair qui à chaque fois réussit à lire une littérature scientifique auquel nous ne comprenons goutte et à nous en sortir la substantifique moelle en défendant toujours le fait que le monde a un sens et qu'il n'est pas absurde. Donc c'est vraiment l'homme de la situation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Jean Stone. Bonjour monsieur. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, merci beaucoup. Mais merci d'autant plus que vous êtes à Marrakech où vous animez un gros colloque. Donc vous distrayez 1 heure et demie de votre temps pour être avec nous. C'est gentil comme tout. Pourquoi êtes-vous avec nous ce soir? C'est parce qu'un livre est paru de Michael Denton qui s'appelle Darwin en crise. Et nous ne sommes pas là par hasard aux éditions Guy Trédaniel. Et ce livre est un livre passionnant, c'est de celui-ci que nous allons parler. Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu à la science, pour ceux qui s'intéressent à l'évolution, Michael Denton, c'est ce chercheur qui, en 1985, ça ne date pas d'hier, donc voilà, il y a 40 ans, avait produit un livre qui s'appelait Évolution, une théorie en crise, voilà, qui est paru en anglais en 1985 et qui a été traduit en français 8 ans plus tard dans la collection Champ-Flammarion en 1993. Et Michael Denton ramassait un certain nombre de controverses, un certain nombre d'observations, et il arrivait à la conclusion que cette espèce de religion scientifique qui était devenue le darwinisme était malgré tout une théorie compliquée à justifier et qu'il y avait de nombreux faits, des faits scientifiques, des faits scientifiquement établis, des faits biologiques évidemment, qui venaient contredire qu'il s'agisse du fonctionnement de la cellule, de l'analyse des généalogies animales et végétales, qui venaient contredire cette théorie purement darwinienne qui est de dire que tout ce qui permet aux vivants de se développer est purement fonctionnel. Voilà, je cite un avant-propos. Selon ce point de vue particulier, tous les organismes ne sont ni plus ni moins que des machines complexes, des assemblages contingents d'éléments intelligemment conçus et organisés pour remplir des fonctions. Et voilà, donc les fonctionnalistes considèrent que la totalité, ou en tout cas la très grande majorité des éléments de l'ordre du vivant, servent à remplir une fonction. Et ils éliminent une autre hypothèse, qui est celle que vous défendez justement avec Michael Denton, qui est celle du structuralisme. Alors, est-ce que, j'ai évidemment même pas résumé, j'ai juste esquissé un résumé de la question de l'évolution. Comment résumeriez-vous, vous, cette opposition entre fonctionnaliste et structuraliste ? Oui, alors d'abord, si possible, je pense que pour nos auditeurs, j'aimerais être le plus clair possible et leur montrer quel est le cadre général, hein, pour qu'on ne largue pas tout le monde, montrer les enjeux énormes de ce débat. C'est un débat sur la vision de l'homme, du monde, de la nature du monde qui se déroule ici. C'est c'est vraiment le débat de savoir si nous sommes ici par hasard selon un processus de ce que j'appellerais lion-gazelle, c'est-à-dire les gazelles qui courent un peu plus vite échappent aux lions, se reproduisent, ont des enfants. Les gazelles qui courent un peu moins vite sont bouffées par les lions, hein, et donc elles n'ont pas d'enfants. Et les lions qui courent pas assez vite, eh ben, ils meurent de faim. Et les lions qui courent un peu plus vite, ils mangent les gazelles et se reproduisent. Je caricature bien sûr, mais il faut bien comprendre que c'est ça l'essence depuis plus de 150 ans de ce qu'on appelle le darwinisme ou le néo-darwinisme, c'est-à-dire sélection naturelle appliquée à des mutations au hasard. Il y a des gazelles qui naissent en courant plus vite, d'autres en courant moins vite, d'accord? Eh bien, voilà, il y a une sélection naturelle qui se fait et qui va éliminer les gazelles qui courent moins vite. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair, même si je suis un peu trop simplificateur. Donc, l'idée générale, c'est que la créativité, les fonctions extraordinaires que nous avons autour de nous dans le corps des animaux, ça vient de processus comme ça.
Et l'autre option consiste à dire, eh bien non, pas du tout. Bien sûr qu'il y a de la sélection naturelle, personne ne peut le nier, mais avant même Darwin, qui, on y reviendra, n'a pas inventé la notion d'évolution, hein, bien avant lui, il a dû le reconnaître, Lamarck avait inventé cette notion en France, il a inventé un mécanisme très séduisant, a priori, pour expliquer cette évolution, c'est le mécanisme gazélien dont je viens de vous parler, hein. Le magazine de la sélection naturelle. Voilà, mécanisme mutation au hasard, trié par la sélection naturelle, hein, et c'est les deux. Quand on dit le darwinisme, c'est le hasard, les darwiniens s'écrient, mais pas du tout. Il y a la sélection naturelle. D'ailleurs, Darwin disait, c'est intéressant, que la sélection naturelle, c'est cette divinité. D'accord? Donc ça, c'est le darwinisme. Avant même Darwin, il y avait des gens qui disaient, comme Richard Owen, on y reviendra, car c'est l'un des héros de Michael Denton qu'il réhabilite. C'était le plus grand paléontologiste de son époque en Angleterre. On avait Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire en France, et Owen qui a inventé le mot dinosaure, tenez-vous bien, c'est lui qui est le premier à identifier l'existence même des dinosaures dans les fossiles. Il parlait de masque adaptatif, vous voyez, un masque comme le masque qu'on met lors d'un carnaval de Venise, un masque adaptatif que la sélection naturelle mettait sur un plan fondamental. Pour être très simple, regardez tous les chiens. Tous les chiens ont un plan fondamental qu'ils partagent d'ailleurs avec les loups, avec les renards, etc. Tous les félins ont un plan fondamental qu'ils partagent ensemble, que ce soit des chats, des tigres, des lions, des panthères, ça fait des gens très différents, tout ça des espèces très différentes, mais ils ont tous un plan. Et donc l'idée de Owen, c'est qu'il y a des plans fondamentaux, et ces plans ne doivent rien dans leur apparition, à la sélection naturelle et aux mutations au hasard. Ils sont là parce qu'ils sont inscrits dans les lois de la nature. Voilà. Et Et ça, cette idée-là change complètement c'est l'évolution. le point crucial. Et C'est c'est le évidemment. structuralisme, voilà. Voilà, les structuralistes considèrent qu'il y a des lois de la nature, et alors que les fonctionnalistes considèrent que les mutations se font au hasard, et donc pour des raisons qui sont totalement inexplicables, et le hasard est divinisé. Il y a la vie qui apparaît, on ne sait pas trop comment, d'une soupe primordiale dont on ne connaît pas la composition, et puis peu à peu, des organismes de plus en plus compliqués naissent. Certains deviennent des poulpes avec des yeux, certains deviennent des diptères, d'autres deviennent des phoques, et donc on ne sait pas comment ça marche, mais voilà, il y a ces mutations au hasard, et peu à peu, ces organismes évidemment croissent, et il y en a qui sont plus ou moins adaptés au milieu. Et bien cela, la sélection naturelle les favorise. Voilà, donc effectivement, je suis dans un endroit où il y a des proies et des prédateurs. Et bien la proie qui est capable de courir plus vite que le prédateur s'en sortira. Je suis dans un autre endroit où la prédation est d'un autre type, et ce n'est pas la vitesse, mais c'est la dissimulation, par exemple. Et bien ça me permettra là aussi cette sélection naturelle et la manière dont je préserve ma fonction. Et les structuralistes expliquent, mais pas du tout, en fait. Parmi toutes les possibilités qui existent, on se rend compte que très peu sont exploitées, et on se rend compte qu'il y a des plans, il y a un plan du vivant, et donc voilà, il y a un plan du chien, il y a un plan de la plante, et il y a en fait très peu de combinaisons que le vivant a décidé d'explorer. Au contraire, si on examine le fond des choses, on se rend compte qu'il y a vraiment une loi naturelle, et que cette loi naturelle ne commande pas du tout des mutations au hasard. Et il y a un exemple qui est assez fascinant que vous citez dans vos différents textes, c'est la manière dont on peut dire, par exemple, que des vertébrés ne peuvent avoir que 4 pattes et non pas 6, comme imaginent les auteurs de science-fiction. Oui, absolument. Il y a de nombreux travaux en France. On peut citer un auteur qui s'appelle Vincent Fleury, qui a montré justement qu'en partant d'une cellule de base, en fonction de choses qui n'ont rien à voir avec l'ADN, avec la génétique, mais avec de la mécanique, c'est-à-dire avec des torsions, des distorsions, etc., des étirements, si on étirait dans un certain sens, eh bien, vous avez le plan fondamental des vertébrés avec 4 membres, mais si on tire dans un autre sens, eh bien, vous avez le plan fondamental, effectivement, des insectes avec 6 pattes.
Et donc, en fait, ce genre de choses, ce sont des choses qui sont inscrites, en fait, dans les mouvements de la matière et pas seulement dans l'ADN. D'ailleurs, on peut le montrer de façon extraordinaire parce que si on prend un œil, par exemple, si on prend un gène qui code pour un œil chez un mammifère, un œil comme le nôtre, d'accord? Et qu'on met ce gène au bon endroit, bien sûr, dans le génome d'une mouche, bah, vous savez ce qu'il va faire? Il va coder pour un œil de mouche et non pas pour un œil comme nous, voyez? Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait un œil, mais la façon dont l'œil surgit n'est pas complètement codé génétiquement. Et ça, c'est des découvertes tout à fait extraordinaires. Denton me disait encore, docteur Denton, donc il sera en conférence à Paris, on va en parler vendredi prochain, à l'espace Bernanos à 19 heures. Donc ce sera un moment important parce que 4 rue du Havre à Paris, parce qu'il est d'Australie et il est rarement en France. Et il me disait, voilà, comment est-ce qu'une grenouille, par exemple, certains animaux peuvent reconstituer un membre qui est perdu? Eh bien, ce sont des contraintes, il y a des mémoires dans les contraintes mécaniques qui font que ce membre se refond. Ce n'est pas par de la génétique que ça se refait. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal encore à comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui sont des... Un dernier détail, un truc incroyable qu'il m'a montré, on le montrera à la conférence. C'est un papier qui est sorti il y a peu de temps d'un professeur de Stanford, donc très sérieux. Vous écrasez complètement, mais comme vous faites des œufs brouillés, des œufs de grenouille. Vous prenez des œufs de grenouille, vous les écrasez, vous en faites de la gelée, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme de la cellule, ouais, c'est une gelée. En 45 minutes, sous l'action des formes du cytoplasme, vous voyez les œufs se reformer. Vous voyez les frontières entre les œufs se recréer et vous voyez même des noyaux apparaître. Donc il y a une structure qui réapparaît comme une structure d'œuf de grenouille que vous venez pourtant de détruire, qui réapparaît sous vos yeux. Donc ça montre bien qu'il y a des forces dans la nature, il y a des logiques dans la nature de construction qui ne doivent rien au hasard, mais aussi rien à la génétique. La génétique est certes très importante, mais elle n'est pas le tout de l'évolution. D'ailleurs, le projet Génome humain a bien montré que la génétique n'expliquait pas tout, contrairement à ce qu'on nous avait vendu. Voilà. Donc voilà l'idée générale. Alors, et pourquoi est-ce qu'il est important de parler de génétique? C'est que avec cette idée d'une sélection naturelle qui complète des mutations au hasard, évidemment, la découverte du code génétique était l'outil darwinien par excellence. Voilà, on expliquait que sous l'effet d'un rayonnement solaire, de je ne sais quel bombardement radioactif, de je ne sais quel type de pression ou de chaleur, un gène était altéré, un gène mutait, et donc autre chose apparaissait, et qui pouvait être n'importe quoi, un œil au bout d'une tentacule, ou au contraire des défenses au milieu d'une patte, et que les choses qui étaient pratiques, et donc qui avaient une fonction, étaient sauvegardées, et que celles qui n'avaient pas de fonction n'étaient pas sauvegardées. Mais au contraire, avec les naturalistes, avec les fondamentalistes, avec les structuralistes, on se retrouve à dire autre chose. Et ce qu'on dit, c'est bien sûr l'ADN code le vivant c'est un mécanisme qui n'est absolument pas remis en cause, mais en fait, parmi les milliards de combinaisons que les protéines peuvent adopter, autrement que la brique élémentaire du vivant peut adopter, il n'y en a en fait qu'à peine plus de 1000 qui sont systématiquement explorées, et on peut avoir effectivement une espèce de vocabulaire géométrique de la manière dont, comme vous le disiez tout à l'heure, la molécule s'étire, se plie, se replie, et le vivant a visiblement décidé de ne pas tester au petit bonheur la chance les milliards et les milliards de combinaisons. Il revient systématiquement sur ces 1000-là, et ces 1000-là, c'est vraiment de la géométrie, c'est du volume dans l'espace, ce sont des lois de combinaisons qui n'ont rien à voir avec le code génétique. Oui, alors c'est très important. Là, vous venez de parler des protéines, qui est une des grandes spécialités de Michael Denton. Dès l'an 2000, il avait publié dans la fameuse revue Nature un article qui s'appelait Les lois des formes. Et il expliquait que les biologistes d'avant Darwin cherchaient des lois générales des formes et que depuis Darwin, on ne les cherche plus parce qu'on dit, mais il n'y a pas de loi générale, il y a juste, comme vous l'avez dit, du hasard et de la sélection naturelle. Et il prenait l'exemple que vous venez de citer des protéines pour vous dire effectivement qu'il y a un nombre incroyable de milliards de façons de replier des protéines, mais il n'y en a qu'un millier
qui existent dans la nature, un peu comme vous savez, les tableaux de Mendeleïev. Le tableau de Mendeleïev, c'est une centaine, un peu plus d'éléments. Eh bien, de même qu'il y a le tableau de Mendeleïev, il n'y a pas 1 milliard d'atomes, mais il y en a 100, ou que notre alphabet a 26 lettres, eh bien, il y a 1 millier de lettres de protéines avec lesquelles la nature peut écrire. Et il expliquait déjà, je cite, que ça retournera, ça signifierait, si c'est bien, on explore ce domaine, un retour à des conceptions pré-darwiniennes, mais évolutionnistes, je précise, évolutionnistes se définissant par le fait que nous partageons un ancêtre commun avec les autres animaux, des conceptions pré-darwiniennes mais évolutionnistes dans lesquelles les lois de la nature jouent un rôle beaucoup plus important. C'est une évolution par les lois naturelles et non pas une évolution par la sélection naturelle. Ça, c'est un premier point. Mais le second point, pour bien me faire comprendre du grand public, prenez votre main, regardez. Dans votre main, vous avez 5 doigts, mais vous avez aussi 5 doigts de pied. Vous avez le même nombre d'os dans votre cheville et aussi dans votre poignet. Et regardez vos bras. Vous avez d'abord 2 os et ensuite un gros os. Pareil pour vos jambes. Or, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que vos jambes et vos bras dérivent, vous le savez sans doute, des nageoires antérieures et postérieures des poissons. Et ces nageoires antérieures et postérieures n'ont rien à voir. Elles ont des formats très différents. Donc nous avons la même structure, c'est ça le structuralisme. Nous avons la même structure, voyez-vous. Et la vision darwinienne, c'est de dire par exemple, ah ben on a 5 parce qu'on a un ancêtre commun qui, en sortant de l'eau, en poisson devenant batracien, il a été avantagé d'avoir 5. C'était mieux pour lui d'avoir 8, 6 ou 4. Et donc on a tous gardé le 5. Voilà. Et comme par hasard, depuis 500 millions d'années, ben c'est toujours 5. Danton fait remarquer, c'est quand même bizarre. Il y a toute la sélection naturelle qui passe tous les jours, tout le temps. Pour modifier, ça ne bouge pas. Ça reste 5. D'accord? Mais en plus, regardez maintenant la chauve-souris. Regardez les os de chauve-souris d'une main transformée en aile de chauve-souris. Et oui, non, parce que c'est des mains. La chauve-souris, c'est des mains avec des doigts, des 5 doigts, longs doigts qui se sont transformés en se poussant. Regardez bien un squelette de chauve-souris, vous verrez qu'il y a 5 doigts, sauf qu'ils ne sont absolument pas comme les nôtres, vous comprenez? Et c'est pareil pour une baleine, c'est pareil pour tout autre mammifère. Donc là, ça devient très intéressant. Ça reste à 5. Il n'y a pas de 6, la chauve-souris n'a pas créé un 6e doigt, vous voyez, ou un truc comme ça. Et donc, ce que dit Denton et les structuralistes, c'est que par exemple, la symétrie radiale, 2 d'un côté, 2 de l'autre et 1 au centre. Il y a une logique de construction. Je parlais du travail de Vincent Fleury sur les embryons, hein, les logiques de développement des embryons qui n'ont rien à voir avec la génétique, mais avec des logiques de force, de tension, un peu comme vous savez, des cellules qui tapent les unes dans les autres, des mouvements, etc. Eh bien, c'est le 5. Il est là parce qu'il y a une logique d'avoir 5 et non pas parce qu'il a été sélectionné parce que 5 c'était mieux que 6. Voilà. Et la meilleure preuve, c'est que vous avez chez effectivement des mammifères marins, des chauves-souris, nous ou des rats ou d'autres animaux, vous avez toujours la même logique de construction, même si l'usage qui est fait de ces membres est complètement différent. Donc pourquoi est-ce que la sélection naturelle n'a pas modifié cette structure, même si elle est là, déformer les doigts, etc., mais garder toujours le 5, eh ben, c'est parce qu'elle ne le peut pas. Elle n'a pas le pouvoir de le faire. Il y a quelque chose qui s'impose à elle, et ça veut dire que l'évolution n'est pas entièrement par hasard. L'évolution n'est pas entièrement par hasard, et vous avez souligné un point crucial, non pas de cet anti-darwinisme, mais du fait qu'il faut modifier le regard qu'on porte sur les découvertes de Darwin. Il y a une stabilité. Lorsque la sélection naturelle, dont on nous dit qu'elle est continuelle, avec des mutations aléatoires, et à chaque fois, en fonction d'une mutation qui débarque, on ne sait pas vraiment comment ni pourquoi, qui aurait pu produire n'importe quoi, mais qui a produit tel type de loturie ou tel type de marronnier, eh bien... en fait, il y a une stabilité du vivant. Voilà, il y a, dans notre histoire évolutive du vivant, il y a 500 millions d'années, les 5 doigts sont apparus, on n'en a pas démordu, qu'il s'agisse des nageoires d'une baleine, de la main d'un homme, de la main d'un chimpanzé, de l'aile d'une chauve-souris. C'est cette structure-là qui a été adoptée, alors qu'on aurait pu imaginer que entre une chauve-souris... un babouin et une baleine, la sélection naturelle dans des milieux très différents, les mutations aléatoires dans des milieux très différents auraient pu produire en fait véritablement une diversité de membres bien plus différente. Non, cette stabilité s'impose et là, le darwinisme n'est pas capable d'expliquer cette stabilité.
Oui, je vais vous donner un autre exemple qui ne vient pas de Dr Denton, mais d'un auteur pourtant tout à fait agnostique, et il était même marxiste, tenez-vous bien, mais il était honnête, ça arrive, hein. Il y a des marxistes honnêtes, évidemment, ça Et peut voilà, arriver. on est sur Et Radio Courtoisie, les choses les plus étonnantes sont à vous faire aux voilà. auditeurs. Il y a des marxistes honnêtes, il s'appelle Stéphane Jay Gould, c'est un des plus grands paléontologistes de toute l'histoire. Il est mort en 2006, après avoir écrit un livre de 2000 pages qui s'appelle La structure de la théorie de l'évolution, que le docteur Denton m'a recommandé de lire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû le lire en entier. Et dans ce livre, il fait un certain nombre de confessions ou de révélations, justement, pour montrer. Et une de ces choses qu'il dit, c'est que, voilà, il y avait un débat avant Darwin au Muséum d'histoire naturelle de Paris entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire. Et Geoffroy Saint-Hilaire avait fait une affirmation qui a été complètement ridicule à l'époque et qui est restée ridicule pendant 200 ans. Il disait, il y a un plan d'organisation unique même entre la crevette et l'homme. Pourquoi? Parce que la crevette vit à l'intérieur de sa cage thoracique. La crevette, nous vivons à l'extérieur de nos os, la crevette vit à l'intérieur de ses os. Et deuxièmement, disait-il, tous les organes d'une crevette sont inversés par rapport à nous. Effectivement, la crevette, elle a sur son dos, hein, quand vous enlevez une crevette, il y a un truc noir, vous savez. En fait, c'est l'intestin de la crevette. Donc, elle a l'intestin, elle a les organes de digestion sur le dos, et elle a ce que nous avons, nous, sur le dos, eh bien, c'est-à-dire le tube nerveux central, et sur son ventre, voyez-vous? Donc, il disait, voilà, il y a une double inversion. Le dos est devenu le bas, le ventre est devenu le dos, et l'intérieur est devenu l'extérieur d'un côté, tandis que l'extérieur est devenu l'intérieur chez l'autre. Il disait ça il y a 200 ans. Pendant 200 ans, on s'est moqué de ça. Et Gould dit, ben voilà, il y a quelques années, avant de mourir, il a dit, on a démontré, avec les moyens modernes de la génétique, que c'est le même gène qui agit pour mettre en place le tube nerveux ventral de la drosophile et évidemment le tube nerveux de notre colonne vertébrale chez l'homme, conformément à la fameuse idée de Geoffroy Saint-Hilaire. Ça veut dire que, dit Gould, cette idée qui était si contraire au darwinisme classique, vous comprenez pourquoi? Parce que le darwinisme classique ne peut pas imaginer une stabilité de la structure d'un plan d'organisation, même inversé, entre la crevette et l'homme. L'ancêtre de la crevette et l'homme, il y a plus de 500 millions d'années. Eh bien si, il dit que c'est une idée qui est si contraire au darwinisme classique, c'est Gould qui parle, a refait surface sous une forme bien entendu modifiée et surtout renforcée par les connaissances modernes. Donc vous voyez, ça c'est très très intéressant. Je donne un deuxième exemple aussi, Goethe. Beaucoup de gens ignorent que Goethe était un passionné de biologie structuraliste et qu'il était évolutionniste, bien avant Darwin. Et Goethe, à l'époque Geoffroy Saint-Hilaire, avait dit cette phrase tout à fait étonnante. Tous les organes d'une fleur, tous, sont des feuilles modifiées. Alors, quand vous regardez les pétales, ça se comprend, une feuille. Mais quand vous regardez le pistil, l'étamine, mais ça n'a rien à voir avec une feuille. Eh bien, un certain Meyerowitz a réussi à détruire l'action de 3 gènes dans une plante, et vous voyez une fleur, au lieu d'être une fleur, c'est une espèce de bourgeon avec des feuilles partout. Le pistil, l'étamine, tous les organes se sont transformés, et l'article publié dans Nature disait Goethe avait raison, 200 ans plus tard quand même. Goethe avait raison, tous les organes d'une fleur sont des feuilles modifiées. Et bien c'est ça le structuralisme. La structure, c'est la feuille, et après, vous avez des modifications, des masques adaptatifs, comme disait Owen, qui sont posés comme les masques du carnaval de Venise, pour en faire des trucs différents. Alors, quand en science, vous avez des gens qui ont eu raison il y a 200 ans, qu'on a traîné dans la boue pendant 200 ans, et ça s'avère être vrai avec des moyens infiniment Alors, et infiniment plus techniques, on se dit, mince alors, il y a quelque chose de vrai derrière. Alors, effectivement, ça s'avère Vous être voyez. vrai, et donc ça, c'est absolument fascinant. Et tout l'objet de ce livre de Michael Denton, donc Darwin en crise, est de revenir sur 40 ans de recherche, 40 ans de découverte, et surtout 40 ans d'interprétation, parce que les biologistes qui font ces expériences sur les gènes, pour ce qui est d'inhiber 3 gènes dans une fleur, ceux qui regardent la manière dont le même gène code chez la mouche et chez l'humain le tube nerveux central, dorsal ou pas,
ce sont des gens Oui, qui ont été éduqués dans un paradigme darwinien et qui sont, entre guillemets, forcés de reconnaître les limites d'une approche purement fonctionnaliste. Ils sont en fait obligés de reconnaître qu'il y a bien une espèce de loi de la nature, d'ensemble de lois de la nature, de choses que la nature n'est pas capable et ne veut pas, d'une certaine manière, ne veut pas très transgresser. Voilà, on repart toujours d'ailleurs voilà, de ces protéines. oui. En fait, il y a une espèce de mécanique du vivant et le vivant a choisi 1000 combinaisons de protéines. Ces 1000 combinaisons, mécaniquement, produisent des effets qui n'expliquent pas l'ADN, que l'ADN ne peut pas L'ADN controuver, n'explique pas l'ADN ne plutôt. peut pas surpasser la Voilà. mécanique. Alors, on va essayer de progresser dans cette idée, parce qu'il y a encore, pour que le public comprenne bien, de plan d'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'organisation? C'est quelque chose, effectivement, de fondamental et qui, comme vous venez de dire, qui s'impose en quelque sorte à l'ADN, un plan d'organisation. Et donc, dans la nature, on voit en fait un certain nombre de ces plans d'organisation quand nous regardons autour de nous. Je parlais tout à l'heure des membres, effectivement, pentadactyles des vertébrés terrestres qui ne se modifient pas. Mais effectivement, ça peut aller bien au-delà. Il y a ce qu'on appelle des convergences qui montrent l'existence de plans d'organisation. Je vais prendre un exemple très simple. Notre œil. L'œil caméra, on dit qu'il fonctionne comme une caméra, hein. C'est un œil extrêmement sophistiqué. Et il y a des formes d'yeux complètement différentes. Vous savez, les yeux de mouche, par exemple, les yeux à facettes, les yeux des crevettes, tout ça, c'est des yeux complètement différents. Donc là, ça devient devenir subtil. Mais Darwin disait l'œil m'empêche de dormir. Donc, beaucoup de non-darwiniens se sont rués dans cette voie pour dire bah, attendez, voilà, l'œil, caméra est une structure très complexe. Si vous enlevez un morceau, un truc dans l'œil, ça marche plus. Avoir un demi-œil, ça sert à rien. La sélection naturelle n'a donc pas pu fonctionner, sélectionner cela. Eh bien, non. En fait, un certain Nilsson, un biologiste danois, a montré que vous pouvez passer de pas d'œil du tout à l'œil parfait que nous avons, presque parfait, en 1824 étapes et en changeant à chaque fois 1% maximum, parfois beaucoup moins, puisque c'est 1824 étapes, en changeant 1% au maximum de l'œil précédent. Donc on voit bien qu'un processus, je dirais, d'essai, d'erreur, parce que plus vous avez un œil qui fonctionne, mieux c'est bon pour vous, plus vous êtes sélectionné, peut parfaitement expliquer l'arrivée de l'œil que nous avons. Mais cher monsieur, tenez-vous bien, ce que le darwinisme n'explique pas, c'est pourquoi l'œil que nous avons se retrouve aussi chez le calamar. Pourquoi l'œil que nous avons se retrouve chez une seule espèce d'araignée, alors que toutes les autres araignées ont des yeux qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Pourquoi l'œil que nous avons se retrouve sur un escargot des mers, qui n'a aucune raison d'avoir un œil aussi perfectionné, il n'en a pas besoin. Et ma favorite, je ne peux pas vous la montrer là, c'est la méduse cubocéane qui a un œil, deux yeux parfaits comme le nôtre à caméra, sans avoir de cerveau. Et ça sert à quoi d'avoir des yeux perfectionnés? On peut dire que la méduse, si elle a des cellules qui permettent de détecter la lumière, c'est mieux pour elle. Mais imaginez, vous avez des yeux super perfectionnés et vous n'avez même pas de cerveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'ancêtre commun de la méduse, de l'homme, de l'escargot des mers dont je parle, du calamar, c'est une bactérie qui n'a pas d'yeux du tout, mais pas du tout. Et le même organe complexe, regardez, est apparu là, est apparu là, est apparu là, est apparu là dans l'évolution. Je parle bien du même organe, c'est-à-dire de l'œil caméra, parce que si le raisonnement ne marche plus du tout, si vous prenez des yeux différents, parce qu'avoir des yeux, c'est avantageux, donc c'est sélectionné par la sélection naturelle. Donc là, il y a une structure, on reparle toujours du structuralisme, il y a une structure, c'est l'œil caméra, on dit tous les chemins mènent à Rome, ben là on pourrait dire, dans ce cas précis, tous les chemins mènent à l'œil caméra. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui complote dans la nature pour que, ce même truc très très complexe pourtant se reforme. Donc ce qui devrait empêcher Darwin de dormir, en fait, c'est pas que l'œil existe, c'est que le même type d'œil réapparaisse encore et encore dans l'évolution. On appelle ça la convergence évolutionniste face à des ancêtres communs qui n'ont absolument pas cet œil-là. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'un biologiste anglais qui était avec nous ici à côté de Michael Denton a démontré que
70 types de convergence existent dans la nature. Donc là aussi, vous avez des contraintes qui font que l'évolution évolue vers des types bien particuliers, des formes bien particulières, comme notre œil caméra. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose, là aussi, qui se fait au hasard. L'évolution est canalisée. Et philosophiquement, c'est déjà, on en parlera après de la philosophie, quelque chose de très important. Alors, le fait que cette évolution soit canalisée est effectivement quelque chose de fondamental, puisque on a un modèle d'un côté qui dit que toutes les mutations sont aléatoires et que c'est juste l'expérience de la vie, l'influence du milieu qui vont faire en sorte de sélectionner les meilleures fonctions. Mais là, on voit bien, surtout avec les 5 exemples admirables que vous nous citez, avec cette méduse qui flotte avec ses 2 yeux sans reliés par aucun nerf optique à aucun cerveau, ou au contraire cet escargot des mers qui lui aussi a son œil caméra au bout de sa corne, voilà, Oui, comme si nous étions plantés au fond de l'eau. On voit que la mécanique darwinienne classique telle qu'on l'imagine est incapable d'expliquer ça et qu'au contraire, la nature s'efforce constamment de simplifier le vivant, de le rassembler, d'aller dans une direction qui est celle que les lois de la nature imposent et qui sont les plus efficaces. Alors, malgré tout, si j'ai ces 5 yeux qui sont dispersés dans des organismes aussi différents, comment expliquer d'un point de vue structuraliste qu'il y ait à côté de ça effectivement l'œil de la mouche qui n'est pas l'œil de la pieuvre, qui n'est pas l'œil de l'homme, et il y a ainsi plusieurs modèles oculaires avec bien sûr. différentes fonctions, différentes capacités, des yeux qui d'ailleurs peuvent paraître à certains égards plus perfectionnés que l'œil humain. Donc comment est-ce qu'un structuraliste explique cette diversité oculaire, par exemple? C'est pas un problème pour un structuraliste parce que justement, le problème, c'est la réapparition d'un même modèle encore et encore. Mais par exemple, quand on parle des structures, nous avons effectivement 4 membres et nous ne pouvons pas en avoir 6. Mais par contre, à partir du moment où il y a très très longtemps dans les ancêtres communs, il y a eu une séparation de branches, il y a des branches où effectivement il y a des insectes à 6 pattes, voyez-vous. Le fait que les insectes à 6... Mais tous les insectes, et ça aussi le docteur Denton va le montrer dans sa conférence à Paris vendredi prochain, donc 4 rue du Havre à l'espace Bernanos, il va bien le montrer. Tous les insectes, même des insectes complètement différents, ils ont la même structure, voyez-vous. Donc c'est les fameux plans d'organisation. Donc il y a un nombre limité de plans d'organisation, mais ces plans d'organisation peuvent être complètement différents, comme l'œil à facettes de la mouche peut être complètement différent de l'œil caméra des vertébrés et des autres, vous comprenez? Donc ce qui compte, c'est qu'il y a un nombre limité de plans d'organisation, mais qu'il y ait des différences absolument radicales entre ces plans d'organisation, bah, c'est pas un problème, j'allais dire que c'est la nature qui est comme ça, voyez-vous? Alors, dans cet ouvrage de Michael Danton, donc qui vient de paraître aux éditions Guy Daniel, Darwin en crise, et pour lesquels je vous reçois, professeur Jean Stone, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'il renvoie dos à dos les créationnistes et les évolutionnistes. Oui. Voilà, donc il Ah y non, a le... attention, il renvoie dos à dos les créationnistes et les darwinistes, Oui, pardon, soyons les très darwinistes, précis. pardon. Voilà. Ah oui, Voilà. Puisque, une fois de plus, vous l'avez souligné tout à l'heure, on est l'évolution n'est pas... évolutionniste non darwinien. Voilà, On est des voilà, parce qu'il évolutionnistes est non compliqué darwiniens. de nier qu'effectivement il a eu évolution et que ces Absolument. bactéries primitives sont sorties des choses aussi différentes qu'un escargot des mers, une chauve-souris et Emmanuel Macron. Euh, alors, Exactement. comment les créationnistes et les darwinistes se retrouvent en fait, selon Michael Danton, Oui. dans le même camp et dans la même erreur? Très intéressant. Alors, pour cela, il faut remonter à avant Darwin, à une autre personne qui lui était créationniste, un certain William Paley, un célèbre évêque anglican. Et William Paley avait le raisonnement suivant. Quand vous voyez une montre dans la nature, tomber dans la rue, vous savez, c'est très logique, que c'est pas le vent qui a érodé un morceau de métal ou la pluie, c'est qu'il y a un horloger derrière. Quand vous voyez un être vivant, ben, vous savez qu'il y a un horloger derrière, parce que justement, l'œil caméra est parfaitement ajusté et tout comme une montre. Donc il disait, quand vous voyez des êtres vivants, vous savez qu'il y a un créateur.
Et Darwin a lutté toute sa vie contre l'ombre de William Paley, qu'il avait appris à l'école, Paley ayant 50 ans étant 50 ans avant Darwin. Et la réponse de Darwin à William Paley est très simple, il n'y a pas d'horloger. L'horloger, c'est la sélection naturelle. Et le meilleur défenseur de Darwin aujourd'hui s'appelle Richard Dawkins. Dawkins, c'est un professeur d'Oxford, très connu, je dirais malheureusement très connu, qui a vendu par exemple un livre à plus de 10 millions d'exemplaires, qui s'appelle The God Delusion, c'est-à-dire Dieu n'existe pas. Et il explique justement pourquoi Dieu n'existe pas, d'après lui, parce que un de ses autres livres s'appelle L'horloger aveugle. Il n'y a pas d'horloger, c'est la sélection naturelle qui est un horloger aveugle et qui, en triant en permanence ces petites mutations qui arrivent par hasard, eh bien, façonne toutes les merveilles de la nature. Le livre français, pardon, s'appelle Pour en finir avec Dieu. Vous voyez, le titre, il est quand même assez clair. Pour en finir avec Dieu par Richard Dawkins. Et donc, il dit, voilà, il n'y a pas d'horloger, l'horloger est aveugle. Et puis, il y a des mouvements néo-créationnistes, un peu plus subtils quand même, qu'on appelle le intelligent design, et qui reviennent à Paley en disant, non mais pas du tout les gars, vous n'avez rien compris. En fait, quand on regarde les cellules, quand on regarde les mécanismes du vivant, c'est tellement bien organisé, c'est tellement bien assemblé, c'est tellement technologique qu'en fait, il y a un horloger. Donc, les darwiniens et les créationnistes sont d'accord pour dire il faut un horloger, mais les uns disent ben, c'est Dieu, les autres disent ben non, c'est la sélection naturelle. Et voilà que Michael Denton arrive et il dit mais non les gars, vous vous trompez tous les deux. En fait, les êtres vivants ne sont pas des mécanismes. Ils sont, on vient de le dire, on en discute depuis maintenant déjà plus d'une demi-heure, ils sont issus des lois naturelles. Alors il faut une autre métaphore, c'est pas la métaphore de la montre, c'est la métaphore du cristal. Il y a des magnifiques planches où on voit des dizaines de formes de cristaux de neige qui sont tous complètement différents. Mais la forme est incroyablement différente, voyez-vous, mais il y a une structure unique. Et cette structure, elle est en 6 branches. De même que nous, on ne peut pas avoir des 6 doigts aux mains, il ne peut pas y avoir de cristaux de neige en 5 ou 7 branches. Il y a des lois de la nature qui font que les cristaux de neige ont 6, sont en forme de 6, mais en fonction des lois, en fonction de la température, de la pression, etc., la forme est complètement différente. Rappelez-vous, c'est le masque adaptatif collé sur une structure fondamentale chère à Richard Owen avant Darwin que Denton réhabilite. Eh bien là, voyez-vous, on a la même chose. Les cristaux de neige, formes très différentes, incroyablement différentes, mais structure sous-jacente de 6. Et donc Denton dit voilà, les organismes sont comme des cristaux de neige, les organismes sont comme le tableau de Mendeleïev, ce sont des trucs, il n'y en a pas un nombre infini, même s'ils sont très divers, il n'y a pas un nombre infini de structures, alors que les darwiniens et les créationnistes sont dans la métaphore de la montre. Et donc, une montre nécessite un horloger ou un horloger aveugle. Et Denton dit, ben non, en fait, il n'y a pas. C'est les lois de la nature, on va y revenir bien sûr, qui permettent l'émergence des différentes caractéristiques des êtres vivants. Donc, vous trompez tous les deux. C'est une façon très élégante de renvoyer les darwiniens et les créationnistes en disant, vous vous trompez sur la nature des êtres vivants. Alors, on va méditer là-dessus pendant 10 secondes en écoutant un message qui vous explique que si vous avez envie que le professeur Jean Stone revienne sur Radio Courtoisie, il faut faire en sorte que Radio Courtoisie vive. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, professeur Jean Stone, donc, je vous reçois avec bonheur dans cette émission du lundi soir pour parler du livre de Michael Denton, Darwin en crise, paru aux éditions Guy Trédaniel, qui est sous-titré « Nous ne sommes pas là par hasard ». Parce que, évidemment, depuis tout à l'heure, on parle de l'évolution, on parle d'un horloger aveugle, on parle d'un mécanisme où il y a des mutations aléatoires et ensuite une sélection naturelle. Et on dit aussi, si véritablement les choses étaient si hasardeuses,
n'importe quoi aurait pu et même aurait dû apparaître, et depuis les centaines de millions d'années, et même plus que la vie est apparue sur Terre, on aurait droit à avoir un foisonnement du vivant bien plus délirant que ce qu'on a aujourd'hui, et toute la planète Pandora devrait déjà exister sur Terre. Or non, manque de peau, la planète Pandora, elle n'existe que dans l'imagination de James Cameron. Je fais allusion à un article que vous aviez signé. Donc là, la raison aussi de ce débat philosophique entre darwinistes et structuralistes, c'est que évidemment, on se pose la question du sens de tout ça, des raisons qui font que ces lois existent, et aussi de l'entité, de la personne qui a établi ces plans fondamentaux dont vous parliez, qui a établi ces lois. Oui, absolument. C'est-à-dire que, et là, nous sommes dans un débat au départ strictement scientifique. Il s'agit de montrer si le darwinisme peut expliquer l'apparition des grands types d'organisations, et un des points clés du livre de Michael Denton, c'est de montrer qu'il ne le peut pas. Et qu'est-ce qui, dans ce cas-là, le permet? Je vais prendre une métaphore très très simple là aussi. Prenez de l'eau. Prenez l'eau que nous buvons. Vous avez deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène, vous êtes en train de boire de l'eau, c'est très bien, ont des propriétés bien connues, d'accord? Mais on ne peut absolument pas déduire, prévoir les propriétés de l'eau à partir des propriétés de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc quand l'eau se forme par la rencontre d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, il se produit quelque chose de complètement nouveau, qui n'est absolument pas miraculeux, ce n'est pas un miracle. C'est juste les lois de la nature. Depuis le Big Bang, depuis que la nature existe, elles ont été faites de telle façon que quand deux H et un O se rencontrent, H2O, eh ben, il se passe un truc ou avec des choses complètement nouvelles qui apparaissent. L'idée de Denton, c'est ça, c'est-à-dire que les grands types d'êtres vivants sont inscrits dans les lois de la nature, et quand les conditions sont réunies, sur Terre ou sur Pandora, on va reprendre l'exemple de Pandora parce qu'il est intéressant, eh bien les mêmes choses apparaissent. Dans Le Monde, il y avait eu un article d'un darwinien expliquant que, pour s'en moquer en plaisantant, mais il voulait faire un peu de vulgarisation, James Cameron, encore un effort pour être darwinien. C'était le titre de l'article. Et il disait, en gros, bon d'accord, ces gens, ils sont bleus sur Pandora, ils ont des oreilles pointues, mais ils ont des bras, ils ont des jambes, ils ont des nez, ils ont des yeux, ils sont comme nous. Et ça, c'est pas possible, James Cameron. Vous donnez une image épouvantablement fausse de la théorie de l'évolution, car seul le darwinisme peut expliquer la théorie de l'évolution. Et la théorie de l'évolution, c'est darwinienne, bien sûr, c'est de dire que l'espace des possibles est si grand. Et il y a tellement de mutations possibles qui sont triées par la sélection, qui sont contingentes, c'est des moments contingents. La sélection naturelle, un jour, ben voilà, il va y avoir un peu trop, il fait trop froid, et donc les animaux qui n'ont pas de fourrure sont éliminés, vous voyez? Et donc, on peut pas, il y a tellement d'éléments contingents que la trajectoire qui mène de la bactérie à un homme ou la bactérie à l'espèce dominante chez Pandora, cette trajectoire doit être complètement différente. Et voilà que sur Pandora, il y a des êtres presque comme nous. Donc, il avait écrit ça, et j'ai répondu, et Le Monde l'a publié. Ça n'arrive pas tous les jours que Le Monde me publie, je peux vous le dire. Le Monde a publié une réponse en disant James Cameron, un visionnaire de l'évolution non darwinienne. Et j'ai expliqué là aussi avec humour que pas du tout, en fait, c'est exactement ça la vision de la convergence évolutionniste, mais multiplanétaire. S'il y a des lois de la nature, elles s'appliquent dans tout l'univers, et donc les êtres de Pandora doivent ressembler à nous, parce que tout ça n'est pas darwinien et n'est pas par hasard. Et du coup, il y a eu d'autres personnes qui sont des darwiniens qui sont réintervenus en disant, en fait, le premier darwinien a tort, on ne peut pas laisser Jean Stone avoir raison, donc oui, le darwinisme peut quand même expliquer la convergence. Et le fameux Vincent Fleury que j'ai cité est aussi intervenu. Il y a eu 4 articles dans Le Monde autour de cette histoire, c'était très intéressant, parce que la conclusion, c'est de dire, si un jour sur une autre planète, on trouve une photo même d'un chien ou d'un chat, je ne parle pas de l'espèce dominante, qui pourrait être très différente de nous. Vous voyez, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on m'a interrogé sur les yeux. Il y a des yeux très différents. Il y a peut-être des espèces intelligentes qui ne ressemblent pas à nous. Mais si on a cette espèce intelligente, qui pourrait être une espèce de mollusque invraisemblable, tient dans ses bras un chien ou un chat, vraiment comme le nôtre, c'est fini le darwinisme. Parce que ça veut dire que sur une autre planète, vous pouvez avoir exactement la même chose que sur Terre, qu'il y a donc des plans d'organisation derrière. Et ça, c'est aujourd'hui, vous savez, on n'a pas de photos d'autres planètes. Oui,
mais on a des photos de la Terre. Et voilà pourquoi le fait qu'il y a 70 exemples dans l'évolution de systèmes complexes qui sont arrivés une fois, deux fois, trois fois, sans que les ancêtres communs l'aient, vous comprenez maintenant pourquoi c'est tellement important? C'est un peu comme si on avait des photos d'une autre planète. On peut montrer qu'il y a une convergence vers un nombre limité de solutions dans l'évolution, comme nous discutions depuis tout à l'heure. Et là, après, on va pouvoir aborder le plan philosophique en disant, pour les croyants bien sûr, bah, s'il y a des plans d'organisation, ces plans sont sans doute pas là par hasard. Les lois de l'univers ont été formatées dès l'origine pour qu'il y ait de la complexité des êtres vivants. Et dans ce cas-là, on peut penser, pour un croyant, que ces formes existent dans la pensée créatrice de Dieu. Alors, parce que effectivement, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est euh, après le Big Bang, j'ai des éléments qui sont d'une simplicité euh, lacédémonienne, aurait-on dit avant. C'est-à-dire, voilà, j'ai un atome d'hydrogène. Ok, c'est une machinerie complexe, mais évidemment, un atome, c'est moins complexe qu'une cellule. Une cellule, c'est moins complexe qu'un organisme comme un chien. Et donc, on se retrouve avec un univers qui a ses lois mécaniques. Et de ces lois mécaniques, peu à peu, on se retrouve avec une complexité sans cesse croissante. Donc, pour le dire comme le disait Tresmontan, il y a une information qui se produit peu à peu et on passe d'un univers entre guillemets simple, et il dit même, pour reprendre cet exemple de l'atome d'hydrogène, que voilà, l'atome d'hydrogène est l'atome le plus simple, il est moins complexe que l'atome du fer, et l'atome du fer, on est capable de dater l'apparition astronomique du fer. C'est-à-dire, on sait scientifiquement que le fer est un élément plus récent que l'hydrogène. Et donc, ces Oui. lois de la nature, on part d'un modèle complètement mécanique et les combinaisons successives font que la complexité émerge. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il est compliqué d'expliquer quand on est un Alors, darwiniste. oui, alors justement, là, le docteur Denton, justement, et ça c'est très important, il vous l'expliquera donc vendredi prochain, donc le 13 février, lors de cette conférence à 19 heures à l'espace Bernanos, 4 rue du Havre à Paris, auquel je vous convie, je serai là pour la présenter et l'aider à présenter ses idées au public français. Eh bien, le docteur Denton fait remarquer un truc très intéressant. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le réglage fin, en anglais le fine-tuning, de l'univers. Je suis passé sur votre antenne, pas chez vous, mais sur dans une autre émission avec mes amis Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis, dont j'ai été l'un des principaux consultants pour leur ouvrage Dieu, la science, l'épreuve, qui a fait 250 000 exemplaires en France et 400 000 dans le monde, ce qui a énervé pas mal de gens. Et dans cet ouvrage, il ne traite pas de l'évolution de la vie, mais il traite de ce fameux réglage fin de l'univers. Il y a un chapitre magnifique, très très solide scientifiquement, sur ce réglage fin. Qu'est-ce que ça veut dire ce réglage fin? Ça veut dire que si vous faites par exemple accélérer un tout petit peu l'expansion de l'univers, eh ben, l'univers va se diluer dans le néant. Mais si vous la diminuez un tout petit peu, cette expansion, l'univers va s'écraser en quelques années sur lui-même dans un big crunch. Si vous augmentez la force nucléaire, par exemple, les étoiles vont exploser comme des bombes H. Il n'y a pas de stabilité pour avoir des sources d'énergie dans la nature. Si vous la baissez un petit peu, les étoiles vont jamais s'allumer. Il n'y aura pas de allumer le feu, comme aurait chanté Johnny Hallyday. Parce que, voyez-vous, donc en gros, pour faire simple, si vous prenez les constantes fondamentales et les lois fondamentales de la nature, et que vous les triturez un tout petit peu, mais vraiment d'un millier de pourcents des fois, tout s'effondre. Donc il y a deux solutions. La première solution, c'est qu'il y a un principe créateur derrière, appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, et beaucoup de grands scientifiques commencent à l'admettre et le reconnaissent, ou d'autres scientifiques matérialistes, pour s'en sortir, sont obligés de postuler, et ça devient assez amusant, une infinité d'univers parallèles, où chaque univers a un jeu de constantes différentes, vous me suivez, et que dans ce cas-là, nous sommes par hasard dans le seul où il y a la bonne vitesse de la lumière, la bonne force nucléaire force, la bonne masse du proton, la bonne charge de l'électron, etc., etc. Et tous les autres, des milliards, des milliards, de milliards, mais vraiment des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, c'est un chiffre hallucinant, eh ben, ils sont tous morts et stériles. Ça, c'est le réglage fin au principe, au niveau astronomique. Et ce que dit Michael Denton, c'est il y a aussi un réglage fin des lois de la nature au niveau biologique. La nature est cohérente. Il y a la nature, les lois de la nature, eh bien, elles complotent pour que la complexité existe. Tout ce que je viens de vous décrire là, sur la gravitation, sur la vitesse de la lumière, etc., ça complote
pour qu'il y ait de la complexité, qu'il y ait des atomes. Alors, vous avez parlé de l'atome de fer, c'est passionnant, les réactions de synthèse dans les étoiles. On a découvert là aussi, je ne vais pas rentrer en détail, mais qu'il y a des réglages incroyablement fins, sinon tout le monde, tout l'univers serait constitué uniquement de carbone, ou tout l'univers serait constitué de fer, ou tout l'univers serait constitué, pour qu'il y ait à la fois du carbone, de l'oxygène, du fer. Enfin, il faut des subtilités de réglage incroyables. Je ne développe pas, mais c'est prouvé depuis déjà longtemps. Ça a converti d'ailleurs certains scientifiques extrêmement athées, comme le fameux Fred Hoyle qui se moquait de la notion de Big Bang. Mais peu importe. Ce que Denton nous dit, eh bien, tout cela se voit aussi au niveau biologique. Il y a donc les lois de la nature conspirent au niveau astrophysique et physique pour que la complexité existe, mais aussi au niveau biologique pour qu'il y ait des êtres complexes, y compris des êtres bipèdes et comme nous. Alors, je vais interrompre le développement de cette conversation pour répondre à quelques questions des auditeurs. L'un d'entre eux me demande si nous pouvons épeler le nom de William Paley avant Darwin. Eh bien, c'est Paley, P-A-L-E-Y. Voilà, P-A-L-E-Y, donc William. Voilà, si vous tapez ça sur Wikipédia, comme je l'ai fait, vous allez tomber dessus. Un autre Absolument. auditeur nous dit excellente émission, merci beaucoup. Un autre nous dit en France, l'ouvrage d'Alexis Carrel, L'homme c'est inconnu, fut un grand succès. Comment expliquez-vous l'attrait de cet ouvrage qui promeut la sélection naturelle et l'eugénisme? Eh bien, écoutez, je vais vous faire une confidence. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu, parce que, surtout dans les sciences d'évolution, même s'il y a des idées anciennes qui reviennent, je vous ai parlé de Cuvier, je vous ai parlé de Geoffroy Saint-Hilaire, je vous ai parlé de Richard Owen. Moi, personnellement, en tant que philosophe des sciences, je me concentre sur des choses qui sont récentes. Récentes, ça veut dire dans les dernières décennies. Pourquoi? Parce que les darwiniens, j'appelle ça le darwinisme insaisissable. Dans mon propre best-seller de 2007 qui s'appelle Notre existence a-t-elle un sens? Je parle de darwinisme insaisissable. Pourquoi? Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un livre qui est peut-être un peu plus récent et plus grand public, Explorateur de l'invisible, en 2017. J'en parle aussi. Mais dès 2007, je parlais de ce darwinisme insaisissable. Pourquoi? Quand vous critiquez le darwinisme ou le néo-darwinisme en disant, mais là, vous n'expliquez pas l'évolution, oh, mais cher monsieur, là, vous datez, vous critiquez le darwinisme il y a 30 ans, mais attention, nous, aujourd'hui, on est up-to-date, on a telle théorie, on explique ça. Et ils disent ça depuis 30 ans, en fait, depuis plus longtemps que 30 ans, depuis 100 ans. Et donc, en fait, il faut vraiment se concentrer sur des ouvrages récents. Donc, Alexis Carrel est un ouvrage beaucoup trop ancien pour moi, même si, d'après ce que j'ai compris, il y avait des passages, effectivement, il était eugéniste, mais il y avait des passages où il affirmait aussi la spécificité de l'être humain. Mais en tout cas, je ne l'ai pas lu, et donc je ne parle que de ce que je connais. Alors là, on a enfin une critique. Certaines convergences existent dans l'évolution, c'est tout à fait normal, et cela ne contredit en rien le darwinisme. Ce concours de sophisme est insupportable. Voilà, donc là, on est tombé sur un vrai darwiniste. Pourquoi ce concept de convergence que vous... Et je rappelle la manière dont vous l'avez défini, c'est le fait que les formes convergent toutes au lieu de diverger en permanence, qu'il y a des structures qui sont les lois fondamentales de la nature qui font que les protéines ne font pas n'importe quoi, elles n'exploitent qu'un petit nombre de combinaisons, et donc on se retrouve avec ce chiffre de 70 convergences, c'est-à-dire que les mécanismes du vivant font qu'il y a 70 types de convergence du vivant qui reproduisent inlassablement les mêmes formes. Voilà, un darwinien considère que ça ne contredit pas le darwinisme. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est exactement, si vous voulez, ce que je racontais dans le Monde, ça date déjà d'il y a une quinzaine d'années ou même un peu plus, mes articles dans le Monde, à l'époque de la sortie d'Avatar. C'est-à-dire qu'il y a un premier darwinien qui arrive et qui dit, OK, le darwinisme, ça implique pas de convergence. Un darwinien. Et donc, effectivement, quand on constate qu'il y a des convergences dans la nature et que ça devient emmerdant pour les darwiniens, il y a un second darwinien qui arrive en disant « Ah ben non, mais pas du tout, le darwinisme peut parfaitement expliquer la convergence. » Donc déjà, c'est autocontradictoire. Donc on a envie de leur demander « Bon d'accord, quel darwinien êtes-vous Anti-convergence ou pro-convergence ?» Maintenant, après,
Je pense qu'aujourd'hui, la convergence commençant à être vraiment acceptée comme une évidence, la plupart des darwiniens vont s'y convertir. Mais le problème, c'est le niveau de convergence. C'est-à-dire, si c'est une vague convergence, si vous voulez, sur quelques exemples, ok, d'accord, on peut dire, par exemple, avoir des yeux, c'est utile, et donc peut-être que, c'est pour ça que je disais que le fait qu'il y ait des yeux en général, ça n'approuve rien contre le darwinisme, des yeux très différents. Mais que la même structure complexe réapparaisse, déjà, c'est un peu plus fort de café, voyez-vous. Et si c'est des organismes complets, si c'est des structures complètes, je parlais de façon hypothétique, bien sûr, d'un chien ou d'un chat dans les bras d'un extraterrestre sur une autre planète dont on recevrait la photo, ça devient encore plus problématique. Et donc, un des grands spécialistes de la convergence, c'est le professeur de Cambridge, Simon Conway Morris. Simon Conway Morris, professeur de Cambridge, explique dans son ouvrage qui s'appelle La solution de la vie, non traduit en français, Life Solution, Cambridge University Press, c'est là où il y a les 70 exemples de convergence, il explique justement qu'il y a tellement de convergence qu'il affirme que sur d'autres planètes, on trouverait des êtres étrangement similaires à nous, peut-être pas exactement semblables à nous, exactement comme sur Pandora, mais étrangement similaires. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, est très difficile à expliquer pour le darwinisme classique si le niveau de convergence devient très important. En fait, c'est un débat sur le niveau de convergence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une des défenses, si vous voulez, des darwiniens face à une nouveauté, c'est de dire, d'abord de la rejeter en disant non, non, ça c'est pas darwinien, c'est scandaleux, c'est quelque chose d'inacceptable, c'est anti-scientifique. Et quelques années après, ils disent mais non, mais on l'a toujours su, on l'a toujours expliqué, ça a toujours été darwinien, voyez-vous. Et je donne un seul exemple en France. Il y a travaux de Anne d'Ambricourt-Manassé du Muséum national d'histoire naturelle, qui était un travail très très intéressant sur l'origine de l'homme. Elle montre sur 60 millions d'années qu'il y a une directivité, une direction, quelque chose qui pousse vers la réalisation du plan Homo sapiens qui est le nôtre. Eh bien, j'ai vu des darwiniens dire que c'était la fin j'exagère à peine, hein, la fin de la laïcité, de la démocratie, de la République française, de la Révolution de 1789, que c'était un scandale et qu'il fallait la brûler et la virer du CNRS, et d'autres darwiniens qui disent non, on explique ça parfaitement, les amis. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant au plan épistémologique quand on regarde ce que c'est que le darwinisme. C'est pour ça que j'ai appelé ça le darwinisme insaisissable. Et si on venait à Karl Popper, Popper avait, vous savez, disait qu'une théorie, en fait, une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable. Il disait que le marxisme et la psychanalyse n'étaient évidemment pas des théories scientifiques parce qu'elles n'étaient pas réfutables, parce que quoi qu'on dise, les marxistes et les psychanalystes avaient toujours raison. Et il avait dit la même chose du darwinisme, et puis il a subi une telle colère et un tel affre. Non, il était anglo-saxon, donc Darwin est une image encore plus sainte chez les anglo-saxons de chez nous. Il avait subi une telle colère qu'il avait fait machine arrière. Eh bien oui, le darwinisme n'est pas toujours popérien quand même, parce que je viens de vous donner deux exemples sur la convergence et sur le travail d'Anne d'Ambricourt-Manassé. Alors, je voudrais qu'on reparte de ça. Il y a une impossibilité, en fait, pour les darwinistes, d'expliquer les conditions d'apparition d'une structure et les conditions de la stabilité de cette structure. Bon. Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est surtout parce que je vous ai lu, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, alors vous avez tout à fait raison, mais surtout c'est ce que le docteur Denton montre dans ce livre dont nous parlons, Darwin en crise, et qu'il montrera lors de son passage à Paris, donc vendredi prochain, 13 février. C'est exactement ça, c'est d'un côté, l'apparition de la structure ne s'explique pas en termes darwiniens de fonctionnalisme, de fonctionnalité, et sa stabilité au cours de millions et de dizaines de millions d'années ne s'explique pas non plus. Ça, c'est extraordinaire. C'est fondamental. Alors, c'est fondamental. Et maintenant, finissons en philosophe. Dire, effectivement, attaquer le darwinisme, c'est attaquer le dogme de la science impeccable. Et cette science est impeccable parce que Darwin a été mobilisé quasiment tout de suite contre la religion chrétienne. Et donc, il y a une espèce maintenant d'amalgame qui est fait les théories de l'évolution sont les théories qui prouvent qu'on n'a pas besoin de Dieu et que la vie est un pur hasard, que la manière dont elle se développe et se maintient est une espèce de combinaison là aussi de hasard et de nécessité, pour parler comme Monod. Et donc
toute remise en cause du darwinisme, de la scientificité du darwinisme, de l'universalité du darwinisme capable d'expliquer tout et son contraire, surtout en changeant de théorie tous les 10 ans, est vécue comme étant une atteinte effectivement à la laïcité et donc aux immortels principes de 1789. Pourquoi y a-t-il une idéologisation à ce point du darwinisme ? Alors, d'abord, parce qu'effectivement, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où il y avait une lutte entre l'Église anglicane et Darwin, et que, comme je le disais, Darwin luttait contre William Paley et ce qu'on appelait à l'époque la théologie naturelle, c'est-à-dire le fait qu'en regardant les lois de la nature, on pouvait en déduire l'existence de Dieu. Et William Paley, effectivement, alors, il y a des raisons. Aujourd'hui, je citais le livre Dieu, la science, les preuves et mes propres ouvrages comme Explorateur de l'invisible ou Notre excellence dans un sens. Aujourd'hui, il y a un retour de cette théologie naturelle. Il y a un retour de dire, ben, finalement, la science semble montrer qu'il y a un principe créateur. Je ne parle pas du Dieu monothéiste, parce que ça, c'est de la foi. Hein. Je parle juste d'un principe créateur derrière l'univers. Mais justement, comme Darwin luttait contre ça, eh bien, on a associé l'idée d'évolution, ce qui est complètement faux, parce que l'évolution, encore une fois, Goethe, Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck étaient tous évolutionnistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient à un ancêtre commun à tous les êtres vivants, bien avant Darwin. Mais Darwin a dit, cet ancêtre commun, on est arrivé de l'ancêtre commun jusqu'à nous par hasard et sélection naturelle. Il a donné un mécanisme de l'évolution. C'est un peu comme si je vous disais, voilà, la Terre tourne autour du Soleil, c'est newtonien. Et vous me direz, mais non, il y a Einstein. Ah non, 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 c'est newtonien. Mais on confond un fait, le fait que la Terre tourne autour du Soleil, c'est un fait, avec la théorie qui explique ce fait. Donc même vous-même, quand vous parlez d'évolution, je ne pas une critique, hein, mais on est tellement formaté pour ça, les anglo-saxons, c'est encore pire. Ils parlent de Darwinian evolution. À certains moments, on a l'impression que vous pouvez critiquer l'évolution. Non, on critique l'explication darwinienne de l'évolution. Voilà pourquoi le livre s'appelle Darwin en crise, alors que effectivement, le premier livre, Dr Denton, il confesse dans ce livre qu'il n'aurait pas dû l'appeler comme ça, s'appelait Évolution, une théorie en crise. Et là, ça a fait beaucoup de confusion, parce que vous avez cité son premier livre, donc et il a ce livre-là, maintenant, Darwin en crise, c'est le résultat de toute une vie de travail, mais son premier livre qu'il a rendu connu il y a plus de maintenant 30 ans, c'était effectivement, comme vous l'avez cité, et l'évolution, une théorie en crise. Ben non, la théorie qui est en crise, c'est le darwinisme, une explication de l'évolution. Vous voyez, mon exemple avec Newton et Einstein, je pense qu'il est clair par rapport à ça. Donc voilà, donc maintenant, les darwiniens, effectivement, tiennent énormément à ce que l'explication de l'évolution soit en fonction de leurs critères, parce que ça élimine toute nécessité, effectivement, de faire référence à une transcendance. Bien qu'il y ait des darwiniens chrétiens, évidemment, ils se débrouillent. Ce sont des séparationnistes pour dire, voilà, moi je suis chrétien, mais je suis darwinien dans mon travail, mais je suis chrétien le week-end. J'appelle ça des séparationnistes, mais peu importe. Donc voilà, donc ça que l'enjeu est très important. Et donc les gens qui sont conscients de ça sont en général nos adversaires. C'est-à-dire que nos adversaires disent, voilà, on ne peut pas laisser la moindre faille, on ne peut pas laisser, vous savez, on dit Dieu mettre un pied dans la porte. Il faut claquer la porte sur Dieu. Dieu ne doit surtout pas mettre un pied dans la porte. Et ça, je l'ai vécu, je le raconte dans certains de mes ouvrages aussi, y compris dans Explorateur de l'invisible. Il y a eu un film sur Arte qui s'appelait Homo sapiens, une nouvelle histoire de l'homme. Il parlait de cette chercheuse française, pas de Denton, cette chercheuse française, Anne d'Ambricourt-Manassé. Il expliquait sa théorie. Vous savez quoi? Le film est passé sur Arte, mais avant, on a les emails. 300 personnes ont écrit à Arte en disant « C'est un scandale, vous allez remettre en cause la liberté, la laïcité, la révolution de 1789, la démocratie et tutti quanti, parce que vous diffusez un film qui diffuse les idées de Anne d'Ambricourt-Manassé et Jean Stone. » Et Arte a eu pris peur, ils ont diffusé le film. Et ils ont fait, ce film se trouve sur Dailymotion et le débat aussi. Vous savez, c'est un samizdat comme à l'époque de l'Union soviétique. Le film n'a plus jamais été repassé, mais après ils ont fait un faux débat avec un scientifique qui a dit « Bon, alors ce film est complètement nul. » Et son confrère, au lieu d'être quelqu'un qui défend le film, il y a des très grands scientifiques français qui apparaissent dans le film et qui sont du même côté plus ou moins qu'Anne d'Ambricourt. Et l'autre scientifique dit « Non, mon cher confrère, c'est encore plus nul que ce que vous dites. » Et l'autre dit « Non, mais en fait, c'est encore plus nul que ce que vous dites. » Et pendant 10 minutes, ils ont expliqué tous les deux dans un faux débat, on n'a jamais vu ça à la télé française, que le film n'aurait pas dû être diffusé.
Et après, dans un festival de films scientifiques où le film était présenté, j'ai un ami directeur de recherche CNRS qui était dans le jury, et le film a été retiré avant qu'on puisse éventuellement le primer. Donc, vous voyez, nos adversaires, pour répondre à votre question, comprennent là, nos adversaires, je veux dire les gens qui sont vraiment matérialistes, athées, militants, qui veulent dire que l'homme n'est rien d'autre qu'un assemblage de molécules. Ça, il y a des scientifiques qui disent, voilà, on peut modifier le génome humain, parce que le génome humain, c'est un assemblage au hasard de molécules triées par la sélection naturelle. Il est comme il est, mais il pourrait être différent. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec. Le structuralisme dit, mais pas du tout. Il y a quelque chose de sacré dans le génome humain. Il correspond à des plans d'organisation qui peuvent se retrouver même sur Pandora. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un plan d'organisation qui est inscrit à la loi de la nature. Vous comprenez la différence de vision philosophique, elle est énorme, parce qu'elle aboutit, par exemple, à préserver l'être humain des manipulations génétiques, voyez-vous. Donc, c'est fondamental. Eh bien, justement, ils ne veulent pas voir ce genre de choses, et eux, ils comprennent beaucoup mieux que nous. Il y a un activisme très fort, et le fameux email dont je vous parle mentionnait cette phrase passionnante. Il était envoyé sur son compte professionnel par un professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Si ce n'est pas une violation de la laïcité et de la neutralité, je ne sais pas ce que c'est. Et il disait dans ce mail, ce professeur, sur son mail officiel du Muséum national d'histoire naturelle, pas un mail en gmail.com, il disait: ne dites pas que vous êtes membre de l'Union des athées, ne dites pas que vous êtes adhérent de la libre pensée, ne dites pas que vous êtes adhérent, etc. Ça aura plus d'impact sur les chaînes de télé. Voilà. Donc c'est pour vous dire comment en face, ils savent se mobiliser sur des sujets qui peuvent vous paraître à notre auditeurs, très théoriques, très éloignés de la vie quotidienne, mais en fait qui sont fondamentaux, parce que c'est une question de vision du monde. On se bat pour une vision du monde, et voilà pourquoi l'ouvrage dont nous parlons, Darwin en crise, même s'il est un peu complexe, est si important, et en tout cas voilà pourquoi la conférence Dr Denton, qui sera très accessible, je m'y engage, puisque c'est moi qui serai son traducteur, du 13 février à Paris, à l'espace Bernanos, 4 rue du Havre, sera si importante. Alors, merci d'être le fervent propagandiste de cette conférence, effectivement, qui a toutes les chances d'être passionnante. Lorsqu'on regarde la théorie structuraliste, elle a effectivement de puissantes séductions. Pourquoi? D'un côté, on nous dit, voilà, la soupe primordiale dont on ne sait pas comment elle a été composée, excitée par on ne sait quelle énergie, crée la vie dont on ne sait pas à quoi elle ressemble, cette vie elle-même mute d'une façon totalement aléatoire, pour des raisons qui échappent à tout le monde. Il en jaillit un jour une bactérie, un jour un chat. Ce que nous dit la théorie structuraliste, c'est de dire, bien sûr, il y a une évolution, mais cette évolution, elle est gouvernée par des lois qui sont simples et qui produisent un vivant incroyablement divers dans ses manifestations. Voilà, le chrysanthème ne ressemble pas au marronnier, le phacochère n'a rien à voir avec la libellule, mais en fait, il y a sous-jacent un ensemble, somme toute, restreint de plans fondamentaux et des manières de combiner mécaniquement ce vivant avec ces 1000 et quelques combinaisons des protéines, ces 70 convergences. En fait, c'est un modèle qui est discret, comme dirait un mathématicien, c'est un modèle qui se déploie d'une manière très harmonieuse et qui, avec peu d'outils, réussit à produire des choses très différentes. Alors que la gabegie insensée de l'évolution darwinienne, c'est de dire, voilà, j'ai besoin non seulement d'un univers pour produire n'importe quoi, mais comme je suis incapable d'expliquer une partie de ses propriétés, j'en profite pour vous expliquer qu'il y a un multivers et qu'il y a des myriades d'univers juste à côté qui sont en train de produire le reste du n'importe quoi. Donc là, on se dit, c'est pas très économique. Ah, vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose en science que vous devez connaître qui s'appelle le rasoir d'Occam, qui a été proposé par Guillaume d'Occam, un moine franciscain déjà du XIIIe siècle, et le rasoir d'Occam disait: on ne rajoute pas des hypothèses non nécessaires. Si vous pouvez expliquer un truc avec 2 hypothèses, eh ben vous n'allez pas expliquer avec 3, c'est pas nécessaire d'en avoir 3. Le rasoir d'Occam, inventé par donc un prêtre catholique, a été utilisé pendant des siècles contre les croyants. Dieu est une hypothèse non nécessaire. On pensait que la colère de Dieu expliquait le tonnerre, en fait c'est juste de l'électromagnétisme. On pensait que la colère de Dieu expliquait la peste noire, en fait c'est juste des bactéries qui nous attaquent, voyez-vous. Dieu est une hypothèse non nécessaire. Et là, on se retrouve face à cette question justement du réglage fin de l'univers
en astrophysique, mais aussi comme Lee Denton en biologie, on se retrouve, alors ça c'est très amusant, sur le fait que les matérialistes sont acculés à violer le fameux rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam s'est retourné contre eux parce qu'ils disent, ben, finalement, plutôt qu'un Dieu créateur, il vaut mieux avoir une infinité de milliards et de milliards et de milliards de multivers. Et il y a un film qui va sortir, je ne sais pas encore quand, mais très important, qui est déjà prêt sur Canal+, une série documentaire qui s'appelle Dieu et la science, que j'ai contribué, j'étais le principal consultant et j'ai contribué à faire les interviews de ce film. Il y a 40 scientifiques, dont 10 prix Nobel de physique. Et c'est un film équilibré. Il est inspiré de Dieu, la science, l'épreuve d'Olivier Bonassis et de Michel-Yves Bolloré, mais il est équilibré. On a choisi autant d'athées que de croyants. Et j'interroge certains prix Nobel et je leur dis, mais attendez, quand même, est-ce que vous ne trouvez pas que les multivers, c'est une violation du rasoir d'Occam, qu'il vaut mieux quand même favoriser l'hypothèse d'un seul créateur plutôt qu'une infinité d'univers parallèles inobservables, comme vous venez de le dire pour rester dans le matérialisme. Et il me répond, oui, vous avez raison, mais je préfère une infinité d'univers parallèles. Un prix Nobel de physique, voilà, parce qu'évidemment, c'est un commitment, comme on dit, un engagement métaphysique en faveur du matérialisme, c'est très clair. Et c'est ça qui est intéressant. La charge, en quelque sorte, de la preuve se retourne actuellement contre le matérialisme. C'est ce que Olivier Bonassis et Michel-Yves Bolloré appellent le grand retournement dans leur livre. Alors, un auditeur nous dit: le plan d'organisation qui peut se retrouver sur Pandora est à la base de la science-fiction d'Isaac Asimov dans son cycle de romans Fondation. Effectivement, mais alors là, Oui. vous parlez d'une véritable d'un plan en fait qu'on devine en examinant le vivant, alors qu'effectivement dans Fondation il y a l'idée d'un plan concerté. Mais c'est vrai que ça fait un peu longtemps que, concerté par l'homme, voilà, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas lu le cycle de Fondation. Un autre auditeur nous dit que l'émission est très intéressante et vous en remercie. Et il vous demande si vous croyez à l'existence de l'âme. Moi, personnellement, tout à fait. Alors, justement, le débat sur le darwinisme s'inscrit dans un cadre plus large. Là, je me permets de parler de mon ouvrage, Explorateur de l'invisible, édition Guy Trédaniel, en 2017. Dans cet ouvrage, je parle de 5 sujets. L'astronomie, d'où venons-nous? Et là, il y a le principe anthropique qui vous dit il y a un réglage fin de l'univers. La physique quantique qui vous dit qu'est-ce que le réel? Réponse, le réel, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Là, vous avez un ouvrage formidable de mon ami Yves Dupont qui s'appelle L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais je suis sûr que Radio Courtoisie et beaucoup d'autres l'ont reçu. L'empreinte de Dieu dans le monde quantique par Yves Dupont, professeur à Stanislas. Ça, il faut vraiment le lire, c'est physique quantique. Ensuite, il y a la biologie évolutionniste non darwinienne. On en parle depuis 1 heure. Et après, il y a les neurosciences. Et dans les neurosciences, la majorité des scientifiques sont matérialistes. Mais par rapport à la question de l'âme, alors l'âme, c'est une croyance religieuse, mais il y a quelque chose de passionnant qu'on appelle le Near-Death Experience. Near-Death Experience. Expérience de mort imminente. Voilà. Et il y a le professeur Eben Alexander, qui est un professeur de Harvard. Et là, je vais vous parler d'une autre date, excusez-moi, hein, je sais, je donne des informations, c'est pas de la pub, je donne des informations à vos auditeurs. Le 29 mars à Paris, au Grand Rex. Vous pouvez trouver ça sur le site du Grand Rex. Vous cherchez conférence, colloque, Grand Rex, et vous trouverez le docteur Eben Alexander sera à Paris le 29 mars, c'est assez rare. Il a vécu une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'il était complètement dans le coma, il était irrécupérable selon ses collègues, et quand il s'est réveillé, il a dit « Attendez, ce que j'ai vécu n'est pas une hallucination, je sais faire la différence, j'ai eu des hallucinations à la fin du process en me réveillant, j'ai vu autre chose. » Et il dit, voilà, la conscience est beaucoup plus riche quand elle n'est pas dans le cerveau. Alors ses collègues d'Harvard ont dit, ok, d'accord, il était presque mort, il est devenu fou. En fait, moi je le connais maintenant depuis des années. Il a publié un livre en 2013 qui s'appelle La preuve du paradis, qui a fait le tour du monde avec des millions d'exemplaires. Et il a dit, tout ce que j'ai appris en science sur la conscience est faux. La conscience est beaucoup plus riche quand elle n'est pas dans le cerveau. La conscience, en fait, c'est quelque chose qui rentre dans le cerveau, que le cerveau transforme, un peu, si vous voulez, comme un artisan prend du fer pour faire un cheval en fer ou pour faire un coq en fer. C'est pas la même chose, mais c'est du fer.
il y a de la conscience et le cerveau humain la transforme. Et donc, il a dit, voilà, moi j'ai vu que la conscience est beaucoup plus riche quand elle n'est pas dans le cerveau. Son livre s'appelle La preuve du paradis et il sera à Paris au Grand Rex le 29 mars prochain, parce que ça, c'est pour moi la meilleure raison de croire, si vous voulez, que effectivement il y a une vie après la mort et il y a une âme, parce que vous avez des témoignages comme quoi la conscience ne se localise pas entièrement dans le cerveau. Et donc, c'est très, très intéressant. Donc, effectivement, je crois, je ne cache pas que je suis chrétien, mais j'essaie de trouver une cohérence entre ma foi et la rationalité, la raison scientifique. Et donc, si je ne la trouvais pas, ben, je le dirais ou je remettrais en cause certains éléments de ma foi. Eh bien, là, vous avez un élément très, très fort qui est l'expérience de mort imminente qui semble, non pas prouver, mais indiquer que la crédibilité d'une conscience et donc qui ne se limite pas au cerveau et donc d'une vie après la mort est tout à fait envisageable sur un plan scientifique, absolument. Alors, il nous reste à peine 5 minutes. Dans ce livre, donc Michael Denton prouve qu'il y a une permanence du vivant, qu'il y a une émergence du vivant, qu'il y a une convergence. Une émergence de nouveauté qui n'est pas d'origine darwinienne aussi, parce que cette émergence de nouveauté se fait comme l'eau quand les molécules se rencontrent. Vous voyez, c'est un truc qui émerge. Voilà, Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de complexité et que ça, évidemment, la sélection naturelle ne peut pas, le mécanisme de la sélection naturelle ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que c'est systématiquement la complexité qui est choisie plutôt que le chaos. Parce qu'à ce compte-là, voilà, on aurait très bien pu avoir la même évolution, mais terminée sur une planète rouge comme Mars, où voilà, les formes minérales se recombinent sans cesse sous l'effet des vents. Et voilà un pur exemple à la fois de hasard et de nécessité, de chaos et de sélection naturelle qui a choisi autre chose que justement la vie et cette complexité. Michael Denton donc, a publié son bouquin fondateur, L'évolution, une théorie en crise en 1985, il y a 41 ans. Quand l'avez-vous rencontré et depuis combien de temps êtes-vous attaché à promouvoir sa vision de la biologie ? Eh bien, je l'ai rencontré dès 1989, donc 4 ans après la publication de cet ouvrage, par un scientifique extraordinaire qui s'appelle Marcel Paul Schutzenberger, qui était membre de l'Académie des sciences et qui est mort, je crois, en 1995. Française de l'ouvrage. Et donc, j'ai organisé avec ce Marcel Paul Schutzenberger, et tenez-vous bien, le professeur Jérôme Lejeune qui était dans la salle, professeur Jérôme Lejeune que vous devez bien connaître de nom, qui était vivant à l'époque, bien sûr. Eh bien, on avait fait la première conférence, c'était dans un amphi de la Sorbonne, de Michael Denton, de mémoire en septembre 89. Et donc, j'avais à l'époque découvert ses idées et j'étais déjà le traducteur parce que il n'est pas toujours facile à traduire, il parle très vite. Donc, je suis là pour aider le public français à le comprendre en le vulgarisant comme je le fais maintenant. Donc, voilà, donc je le connais depuis, on va dire, quelque chose comme 37 ans à peu près, effectivement. On va reprojeter une dernière fois l'image de la conférence, donc vendredi 13 prochain, à l'espace Bernanos, à 19h. Donc l'espace Bernanos, c'est... vous pouvez accéder en tapant espace-bernanos.com. Évidemment, il y a une billetterie parce que la salle n'est pas immense. Donc voilà, pour ceux que cette discussion... On peut s'inscrire à l'avance sur Eventbrite en faisant Eventbrite et en cherchant sur Eventbrite, effectivement, cette conférence. On peut s'inscrire à l'avance ou vous inscrire sur place aussi si vous le voulez. Mais Voilà. effectivement, vous mieux s'inscrire à l'avance sur Eventbrite ou en passant par Espace Bernanos qui vous donnera, comme vous venez de le citer, le lien pour la billetterie pour s'inscrire. Voilà, donc espace-bernanos.com, ça coûte 15 €. Mais voilà, pour 15 €, vous aurez droit à un scientifique reconnu, avec une véritable carrière scientifique, présenté par un philosophe des sciences, dont vous avez fait valoir vos propres titres tout au long de l'émission. Et merci d'ailleurs, effectivement, de cette bonne nouvelle de cette série sur Canal+, et évidemment de la contribution que vous aviez faite à l'ouvrage de Bonassi et Bolloré. On est... Comme d'habitude, chaque fois qu'il s'agit de vraie science, renvoyé invinciblement au fait que la nature est merveilleuse et que beaucoup de sciences permettent de se dire qu'il y a à chaque fois un plan, des lois
et que ce plan permet de déployer un univers magnifique et que ces lois sont à la fois simples à déceler, mais évidemment quasi impossibles à comprendre. Voilà. Pourquoi 1000 protéines? Pourquoi 70 convergences? On ne sait pas, mais ça marche. Un mot de la fin, professeur, en 50 secondes. Oui, ben je crois qu'aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que toutes ces sciences convergent. C'est pas seulement la biologie évolutionniste dont on vient de parler, le fait que vous avez effectivement la matière qui n'est pas matérielle, l'astrophysique qui vous dit que effectivement l'univers s'explique pas par lui-même, n'est pas ontologiquement suffisant, les convergences et le structuralisme en biologie, mais aussi les expériences de mort imminente et d'autres expériences qui montrent que la conscience n'est pas que neuronale. Si vous prenez tout ça ensemble, eh bien, vous avez une nouvelle vision du monde et un changement de vision du monde. C'est un événement colossal parce qu'on n'en a eu que trois. On a eu la vision pré-moderne qui était où Dieu était partout et où l'athéisme paraissait impossible. On a eu la vision moderne, essentiellement matérialiste. Et maintenant, on arrive dans une vision post-moderne qui retrouve de façon beaucoup plus subtile et avec un bagage scientifique énorme, qui retrouve cette idée que l'univers, la vie, la conscience, tout ça fait sens et tout ça pointe vers le fait que nous sommes dans quelque chose qui ressemble plus à un projet qu'à un chaos aléatoire. Mais merci beaucoup, Jean Stone. Et donc, je vous dis à vendredi 13 et j'espère que nombreux sont les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous rejoindront. Mais merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à Solange d'avoir pris vos messages et merci à Stéphane de l'émission. Et au revoir à tout le monde.